Ce n'est pas un combat, un gare à oublier, mais un moyen de choix qui sert à tout régler. Il n'y a pas qu'à l'école que la laïcité doit tenir un grand rôle, mais dans toute la cité. Pour chaque citoyen, quelle que soit sa fonction, elle est un surmoyen d'aider sa décision. Donc en tout cas, des remerciements pour cette invitation et aborder cette question de la laïcité, donc une chance pour le vivre ensemble. Alors, avec le sous-titre, à quel sens donnons-nous à ce principe républicain aujourd'hui, 110 ans après le vote de la loi de 1905, donc qui était le thème de l'intervention. Alors, c'est une intervention qui n'est pas facile. Pour plusieurs raisons, je vais le dire. Alors déjà, elle s'appuie sur une enquête citoyenne, donc qui a été élaborée par le collectif réuni autour de la FCPE, donc un travail de recueil de données auprès des parents d'élèves principalement. Donc une enquête par questionnaire en ligne. Sachant que voilà, les questionnaires en ligne, on n'est pas dans une démarche scientifique parce qu'on n'a pas aucune garantie de savoir qui a rempli l'enquête. Également un travail d'entretien croisé auprès de lycéens, de collégiens. Donc il y a une quinzaine d'entretiens qui ont été conduits auprès de collégiens et de lycéens, des jeunes entre 13 ans et 18 ans. Et donc l'idée initiale et les quelques échanges que j'ai eus avec le collectif de la SCPE, c'était finalement de venir questionner finalement ce sens. Quel sens on donne aujourd'hui au terme de laïcité, sachant que c'est effectivement une question qui aujourd'hui est assez largement controversée. Jean-Marc Ballois a dit, et c'est vrai que ça a de quoi nous surprendre, qu'aujourd'hui le terme laïcité, donc, a quand même cette vocation de rassemblement, peut faire peur. C'est-à-dire que dès lors que le terme de laïcité est utilisé, on peut se rendre compte qu'il fait peur. Et donc effectivement, ça doit nous questionner. Et donc cette enquête qui a été lancée, finalement a connu un succès important, puisqu'il y a quand même 360 personnes qui ont répondu. Et dans l'échange que j'avais eu initialement avec les personnes de la FCPE, c'était de dire finalement il faudrait laisser quelques questions ouvertes, hein, parce que les données quantitatives, finalement, on ne sait pas, si on veut questionner le sens, c'est un petit peu limitatif. On aura quelques grandes orientations, mais finalement on ne saura pas pourquoi les personnes ont répondu favorablement à telle ou telle question. Sauf que ce qui est alors positif et compliqué à traiter maintenant, c'est qu'en fait, il y a eu à la fois 360 répondants, mais surtout, beaucoup ont participé activement, et donc il y a une implication importante sur chacune des questions. Il y en avait 6 en tout. Et parmi les 360 personnes, parfois jusqu'à plus de 200 personnes, en fait, ont laissé des commentaires. Voilà, donc ce qui est une source, en tout cas, d'inspiration importante, hein, dans un délai qui était assez court, parce que je n'avais pas imaginé qu'en fait, il y ait autant de données à traiter. Donc, en fait, c'était une petite semaine pour lire tout cela, avec beaucoup d'intérêt. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et peut-être pour démarrer, donc moi je suis enseignant à l'université de Montpellier, à l'université Paul Valéry, enseignant en sociologie politique. Et donc, moi, la question qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a ou non, aujourd'hui, 110 ans après le vote de la loi de 1905, un problème laïque. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer ou pas que la laïcité a un problème, qu'il y a un problème laïque aujourd'hui en France ou pas ? Sachant que dans le traitement médiatique, politique, on pourrait penser qu'effectivement il y a un problème laïque. Donc là, je prendrai comme référence notamment deux philosophes, hein, donc la philosophe Elisabeth Badinter ou encore l'académicien Alain Finkielkraut, pour qui il va de soi qu'aujourd'hui il y a un problème pour la laïcité, que la laïcité serait attaquée, serait remise en cause. Et à contrario, la position qui est celle du président de l'Observatoire de la laïcité, donc Jean-Louis Bianco, donc, qui est un ancien ministre. Alors je sais que hier était présent Nicolas Cadenne, donc, qui est intervenu ici, pour lesquels en fait il n'y a pas forcément de problème laïque. Et donc ça c'est une vraie question, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est un problème ? Un problème, c'est le rapport qu'il va y avoir entre des faits et un principe
une valeur que la société entend défendre. Et donc, lorsque se réalise un fait et qu'il vient à l'encontre du principe donné, on va dire qu'il y a un problème. Et donc, toute ma réflexion va être amenée à poser la question, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Sachant que dans la première question qui a été posée, donc était la question de la séparation, donc la loi de 1905 vient consacrer le principe de séparation entre les églises et l'État. Une des remarques qui est faite par des répondants donc, à l'enquête, c'est de dire assez justement, même si ce principe est ancien, c'est que chacun a sa conception de la laïcité. C'est-à-dire que chacun a sa conception de la laïcité. Si vous voulez, lorsqu'on fait référence à la loi de 1905, donc effectivement, c'est la loi de référence par rapport à la question de la laïcité. Or, le terme de la laïcité n'y est jamais évoqué. Et surtout, la notion de laïcité n'y est jamais définie. Et donc ça pose une difficulté, c'est-à-dire pour se mettre d'accord sur ce que recouvre la laïcité, encore faut-il s'accorder au départ sur une définition commune. Et donc le principe, donc, qui est le principe de séparation, donc, qui est invoqué lui dans la loi, donc, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, nous dit quelque chose de l'ambition de ces initiateurs. Et je reprendrai quelques mots qui ont été dits dans la chanson qu'on vient d'écouter. Donc les lycéens qui ont fait cette chanson parlent d'une vision douce, sagement équilibrée. Et donc une vision douce, sagement équilibrée, donc dans la loi 1905, c'est précisément le terme qui a été utilisé notamment par deux de ses artisans principaux donc au moment du vote de la 1905, qui étaient Aristide Briand et Jean Jaurès. Et notamment Jean Jaurès disant on souhaite une loi juste et sage. Donc une loi juste et sage. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là dans une loi juste et sage? Donc, c'est dans un contexte qui n'est pas celui de 2015, on est en 1905, dans une société qui est fortement marquée par l'emprise de l'Église catholique, donc une nécessité finalement pour le pouvoir politique de s'émanciper du rôle que joue encore à ce moment-là de façon conséquente l'Église catholique. Mais avec un souci donc, qui est effectivement la question de la fraternité, qui est la question du vivre ensemble. Comment faire en sorte pour que ce qu'un historien comme Émile Poulain appelait les deux France puissent continuer à cohabiter? Et donc comment ce principe de laïcité va se construire non pas contre l'Église catholique, mais bien dans un souci de trouver une position intermédiaire qui va être fortement critique à l'époque. Donc j'ai cité Jean Jaurès. Jean Jaurès n'était pas forcément au départ sur la même position qu'Aristide Briand. Jean Jaurès était plutôt sur une position que l'on pourrait qualifier de position anticléricale, où on avait également à l'époque une position explicitement anti-religieuse. Et si vous voulez, ce qui est important de savoir, c'est que il y a eu des débats qui ont précédé la loi de 1905, où notamment le président du Conseil constitutionnel, Émile Combes, était sur une autre conception de la laïcité. C'est-à-dire on avait déjà plusieurs conceptions en amont de la 1905. Donc ça, c'est important de se le rappeler. Une position qui était une position anti-religieuse, ou finalement, qu'on pourrait qualifier de athéiste, hein, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, une position de la laïcité visant à combattre les religions en tant que telles, une autre
plus modéré visant à combattre le clergé et les clergés, et tout étant situé en 1905 assez fortement à gauche de l'échiquier politique, au sein duquel il n'y avait pas forcément déjà d'accord sur la question. Et ça, c'est important parce que revenir sur le fait de dire la loi 1905 est une loi que l'on veut juste et sage. Donc si je reprends le terme de la chanson, c'est une vision douce, sagement équilibrée. C'était ce souci de continuer à cohabiter dans une société où effectivement les croyances et le clergé finalement continuent à trouver une certaine place, tout en promouvant un principe de séparation. Et le principe de séparation, c'est bien l'expression qu'avait utilisée Victor Hugo, c'est l'État chez lui et l'Église chez elle. Le principe de séparation, c'est l'idée selon laquelle, certes, les églises ne doivent pas intervenir sur les affaires politiques, mais l'État lui-même ne doit pas intervenir sur les affaires liées au clergé et à la religion. Et si vous voulez, le principe de séparation, tel qu'il est énoncé dans la loi 1905, pointe bien l'idée de, finalement, à chacun ses affaires, et sachant que la réciprocité, finalement, est en tout cas de mise dans cette conception de 1905. Ce qui n'était pas la position anticléricale ou anti-religieuse qu'on trouvait chez le député Maurice Allard dans une conception explicitement anti-religieuse, ou chez Émile Combes, qui défendait une conception anticléricale que l'on peut qualifier de laïcité gallicane, dans le sens où c'est une conception de la laïcité qui entend intervenir sur les affaires liées au clergé, les affaires religieuses. Lorsque on fait référence à l'esprit de la loi de 1905, on fait référence à une conception de la laïcité qui est très fortement marquée par le principe de la liberté, donc qui est la seconde question qui a été abordée dans le questionnaire, qui est de dire, en tant que citoyen, je suis libre de croire ou de ne pas croire à une religion. Et donc c'est la consécration du principe de liberté de conscience, la consécration du principe de l'émancipation. Et l'émancipation, elle est le fait de croire et de ne plus croire, mais le fait de ne pas croire en une religion et puis finalement de décider d'y croire. Et donc c'est une conception de la laïcité qui est fortement marquée par la consécration du principe de liberté. Certains observateurs vont dire en fait c'est une conception de la laïcité libérale, mais je sais que le terme de libéral prend tout de suite une connotation en référence aux questions économiques qui peut être assez vite péjorative, mais finalement c'est une conception de la laïcité-liberté, donc qui est consacrée par la loi de 1905. Et donc si l'on prend cette seconde question, et dans les retours qui sont faits dans l'enquête, je vais prendre une phrase. Alors, je sais que ça va sans doute susciter beaucoup de frustration, les contributions étant nombreuses. Il n'est pas certain, en tout cas, si vous avez contribué, que je puisse citer en tout cas les propos que vous avez pu tenir, même si ils étaient tout à fait pertinents et intéressants. Donc j'en ai choisi certains, voilà, dans l'idée de construire un raisonnement autour des apports des uns et des autres. Dans une des contributions, un ou une des contributrices dit « Pour certains extrémistes de la laïcité, on ne peut pas être croyant et laïque. » Et donc, si vous voulez, cette expression, cette remarque qui est faite, effectivement, vient questionner une conception de la laïcité qui est cette conception anti-religieuse, donc qui est une des conceptions de la laïcité, qui a existé avant 1905, qui continue d'exister. Donc il y a des personnes qui se revendiquent dans une conception laïque qui est une conception anti-religieuse. Et
Dans une autre remarque qui est faite, donc la personne répond à cette question, donc en tant que citoyen, je suis libre de croire ou de ne pas croire en une religion, et dit ceci: je comprends, mais je ne suis pas sûr d'être d'accord. Bien sûr, je suis libre de croire, mais parfois ce choix peut m'exposer à des discriminations ou à des attitudes hostiles. C'est-à-dire que dans le rapport entre la laïcité et la liberté de conscience, et notamment religieuse, on voit bien qu'il peut y avoir des situations de tension. Dès lors qu'on est dans une conception de la laïcité qui n'est pas cette conception juste et sage voulue par le législateur en 1905, mais qu'on est dans une conception de la laïcité qui entend intervenir sur les affaires religieuses et sur les affaires du clergé. Et donc, dans une conception qu'on pourrait qualifier une conception ici comme ici, qui alors, va être qualifiée de laïcité de combat, lorsqu'on veut stigmatiser les tenants de ces positions, on va parler de laïcards, donc on va dire, voilà, ça, ce sont des laïcards, c'est-à-dire que ce sont ceux qui entendent régler leurs comptes régulièrement avec l'Église, etc. Et donc, si vous voulez, c'est important de voir que cette question de la laïcité, liberté, donc empreinte par ce souci de la liberté de conscience des individus, un équilibre de la société, la séparation des églises et de l'État, voilà un ensemble de principes qui sont déterminés dans la laïcité. Ce principe a prévalu jusqu'à une période récente, mais va être remis en cause dans une période relativement récente, où finalement ce principe d'une conception de la laïcité-liberté va faire l'objet d'interprétations controversées dans une période relativement récente, et notamment autour de l'école. Tout le monde a plus ou moins en tête les premières affaires dites du foulard, et notamment à partir de 89, une affaire qui va amener donc à l'époque Lionel Jospin à saisir le Conseil d'État, donc à demander son avis au Conseil d'État sur est-ce que finalement le fait que des jeunes filles à l'école portent le foulard pose un problème de laïcité ou non. Or, en 89, les juristes, donc les hauts magistrats du Conseil d'État, vont répondre au ministre, qui d'ailleurs lui-même est surpris, vont lui répondre que le fait qu'une jeune femme porte un foulard, donc qui montre sa confession musulmane à l'école, n'est en aucun cas contraire donc à l'esprit de la loi de 1905, puisque précisément la loi de 1905 a consacré un principe de laïcité-liberté. Et donc on est là dans la doctrine, c'est-à-dire lorsqu'on fait référence à l'esprit de la loi de 1905, on est bien dans cette conception-là. Or, si vous voulez, dès 89, donc dans ce contexte donc, qui va amener à une situation assez fortement controversée, il va y avoir des prises de position publiques, notamment, je pense aux deux des philosophes auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut, mais pas seulement, il y avait également Catherine Kinsler, donc, et d'autres personnes, qui finalement vont pointer donc, ce qu'ils vont appeler le Munich de l'école républicaine, considérant que le fait d'accepter donc, une jeune fille portant le foulard au sein de l'enceinte scolaire, finalement, devenait une entrave au principe de laïcité. Et donc là, si vous voulez, on est dans un moment qui est un tournant, c'est-à-dire dans l'appréhension de la question de la laïcité, qui va finalement voir ressurgir des conceptions qui ont précédé assez largement donc le vote de la loi de 1905. C'est-à-dire, en fait, on réactive des conceptions, tantôt anti-religieuses, tantôt anti-cléricales, donc qui vont être réactivées à ce moment-là, considérant que finalement la laïcité est confrontée à un problème, et qu'à ce titre-là, il est nécessaire finalement voilà, de réhabiliter ce principe de laïcité.
Et donc, ça me paraît important de le rappeler, parce que dans ce moment donc de 89, on est dans un moment où se posent d'autres questions, hein, c'est-à-dire qu'à travers la question de l'école, plus largement, se pose la question de l'intégration de la société française, se pose aussi, et c'est l'objet du manifeste des philosophes que j'ai fait référence sur est-ce que l'islam est compatible avec la République française, etc. Donc en fait, on a un énoncé nouveau qui est posé. Et ça me paraît important parce que dans ce moment-là, toute une série d'échanges ont lieu pour dire finalement, oui, en fait, dans l'esprit de la loi de 1905, dans le principe de séparation, en fait, la religion, et c'est d'ailleurs le terme qui a été repris par plusieurs contributeurs à l'enquête, c'est la religion doit rester à la maison. Grosso modo, la religion relève de la sphère privée, voire de la sphère intime. Et puis la laïcité, en fait, doit s'exprimer dans tout lieu public, etc. Or, si vous voulez, on peut penser ça, on peut dire ça aujourd'hui, bien entendu. Hein, je crois qu'on est bien dans une société où la liberté de pensée, d'expression est bien là. Or, dire que c'était dans la loi de 1905, c'est faux. C'est-à-dire, y compris dès la loi de 1905, on est dans une conception où la manifestation de la religion peut être à la fois individuelle et collective, et surtout s'exprimer dans l'espace public. Et si vous voulez, ça avait déjà fait l'objet de débats politiques extrêmement importants dans la période qui précédait 1905, et notamment les tenants d'une conception de la laïcité gallicane avait pour projet, donc ce qui finalement n'a pas eu lieu, d'éradiquer la présence de tout signe religieux de l'espace public. Et donc il y avait par exemple le projet d'enlever les croix qui sont au carrefour de nombreuses routes. Alors si on promène dans la région, dans le département voisin, en Lozère, je pense qu'il y aurait beaucoup de croix enlevées. Et puis, effectivement, devant le souci justement de pacifier la situation, etc., l'option qui a été prise a été finalement de cette loi juste et sage, une espèce de compromis, un curseur laïque qui fait que finalement, on a trouvé la position qui a amené assez largement les personnes de confession catholique à se rallier progressivement à la laïcité. Et nombre d'observateurs, et je pense à des historiens comme Patrick Cabanel ou Jean Bobéro, pointent bien la réussite de ce beau principe, et comme ça a été dit en introduction de la laïcité, ça a été d'arriver à faire vivre ensemble des personnes qui pensaient différemment. Et donc, le curseur, finalement, l'avait été placé au bon endroit. Si on revient à la situation contemporaine, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, dans le même contexte. Ce n'est pas la même religion qui est en cause, hein, puisque ce n'est pas la religion catholique qui était assez largement dominante, y compris du point de vue du pouvoir avant 1905, et la religion musulmane aujourd'hui, qui est une religion minoritaire, qui n'est pas loin d'occuper des places de pouvoir. Et donc, on voit bien que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc ça va faire l'objet entre 1989 et 2004 donc de toute une série de discussions, de débats donc sur effectivement la place de la religion, l'influence de la religion dans la société, et donc jusqu'à aboutir donc par l'entremise d'un certain nombre d'entrepreneurs politiques, au vote de la loi de 2004, donc du 15 mars 2004, qui va finalement consacrer un principe qui est celui de l'interdiction de signes ostensibles religieux à l'école, au primaire et au secondaire. Et donc, là, si vous voulez, on a un glissement, c'est-à-dire qu'on a un glissement qui est de plusieurs natures. C'est-à-dire, on a un glissement où on n'est plus forcément dans l'esprit de la loi de 1905. Donc,
consacrant un principe plutôt de laïcité-liberté, mais en fait on passe par l'interdit, par le droit, donc on est plutôt dans la conception d'une laïcité où le droit va réguler la situation, donc on passe d'une laïcité-liberté à une laïcité interdit. On est dans une évolution où la question de la neutralité, qui est rappelée par plusieurs contributeurs à l'enquête, la question de la neutralité, si on prend la question scolaire, concernait d'abord les programmes scolaires, puis ensuite a concerné les agents et de la fonction publique. Mais là, en fait, on a une évolution, c'est qu'en fait, c'est aussi les élèves qui vont être concernés désormais par cette neutralité. Donc en fait, on est à la fois dans une logique d'usage du droit, donc le glissement vers une laïcité interdite, on va toucher de nouvelles populations, donc, qui vont être désormais aussi les élèves. Et donc, dans ce glissement, on voit bien que finalement, cette position va trouver l'appui du côté de conceptions historiques qui étaient des conceptions anti-religieuses, anticléricales, qui de tout temps l'ont été et le sont à ce moment-là aussi, donc plutôt situées à gauche du échiquier politique. Mais on a une question, la question de la laïcité, qui évolue aussi sur le curseur politique. C'est que désormais, la question de la laïcité n'est plus un principe défendu principalement à gauche, mais ça devient un principe qui est aussi défendu à droite de l'échiquier politique. Et notamment, donc c'est à l'occasion d'un rapport donc qui est publié par François Baroin. François Baroin écrit donc ce rapport qui parle de nouvelle laïcité. Et dans cette question de nouvelle laïcité, donc François Baroin promeut plutôt une conception gallicaine de la laïcité, en disant en fait il faut promouvoir une intervention de l'État sur les questions religieuses. Et dans son rapport, on est au moment où donc il y a toute une discussion sur le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Dans ce contexte-là, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que dans ce contexte-là, François Baroin pose un nouvel enjeu pour la laïcité, c'est-à-dire que la laïcité, entendue comme principe républicain, c'est précisément que la laïcité soit la clé de voûte des trois grandes valeurs de la République que sont la liberté, donc la liberté de conscience, l'égalité de traitement entre les individus et la fraternité, la question du vivre ensemble. Ce principe, ça c'est la conception qui prévaut en 1905, avec le glissement qui s'opère dans la période contemporaine, et donc on parle de nouvelle laïcité, donc c'est l'auteur lui-même qui parle de nouvelle laïcité. En fait, on est dans l'idée que on a les trois valeurs républicaines, la liberté, l'égalité et la fraternité, mais on est aussi dans l'idée que la laïcité en tant que telle devienne une valeur. Et donc dans cette conception ici, la laïcité devient une valeur en tant que telle, et donc on est dans une conception qui évolue, et surtout pour laquelle, et c'est le thème de la conférence gesticulée qui va suivre, la laïcité porte des enjeux d'identité. Porte des enjeux d'identité avec le paradoxe qui a été souligné par nombre d'entre vous sur le fait qu'effectivement la laïcité efface l'influence de la religion dans notre vie quotidienne, mais pointant par exemple, si on prend la question de l'école, que les vacances scolaires sont assez fréquemment encore appelées vacances de la Toussaint, vacances de Noël, vacances de Pâques, bon, etc., etc. Et donc, on voit bien là le glissement de la question, c'est-à-dire que la laïcité devenant un enjeu d'identité, revendiqué, donc là maintenant plus à gauche de l'échiquier politique, mais à droite de l'échiquier politique, en disant finalement, on a un patrimoine, et ça a été pointé par nombre de contributeurs, qui est un patrimoine judéo-chrétien, sur lequel il faut que l'on s'appuie, et donc qu'il faut que l'on revendique. Et ça pose la question de la laïcité, non plus comme principe universel,
fondée sur la question de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais la laïcité devient dès lors aussi un enjeu d'identité. Et qui dit un enjeu d'identité dans un contexte où le problème de laïcité, en fait, c'est des faits, donc notamment la focalisation sur le port du foulard par les femmes musulmanes, on voit bien que le fait, ici, pose problème dès lors qu'en fait, on fait évoluer le principe et qu'on le transforme en valeur. Donc en fait, il y a une évolution de la conception laïque. C'est-à-dire que c'est un problème dans cette conception néo-laïque, mais ça ne l'était pas, comme l'ont rappelé en 89 les hauts magistrats du Conseil d'État, en disant mais finalement, en fait, ce n'est pas un problème laïque, puisque en fait, c'est au contraire assez conforme finalement à l'esprit de la loi de 1905, à l'esprit que nous défendons en France de la laïcité. Ça, c'est un glissement important, c'est-à-dire qu'on voit bien la réactivation d'une conception gallicane, c'est-à-dire en fait une conception interventionniste sur les affaires religieuses, avec un enjeu d'identité. Et donc, qui dit enjeu d'identité, effectivement, va véhiculer en fait la question de la laïcité, notamment si on prend la question du respect qui a été où il y a eu beaucoup de contributeurs, ou encore la question de la tolérance. La question de la laïcité, c'est un principe de régulation de la société, mais c'est une question relationnelle. C'est une question relationnelle qui se joue dans un rapport, dès lors qu'on parle de respect, dès lors qu'on parle de tolérance. En fait, on est autour d'une question relationnelle. Et donc, si vous voulez, dans notamment les différentes contributions, beaucoup d'entre vous ont insisté sur le fait de dire, bah oui, la question du respect, c'est, je prends une des citations, le respect préserve la liberté de chacun et nous permet de vivre ensemble de façon harmonieuse. Donc en fait, assez régulièrement, une autre personne a dit très joliment, le respect est une marque de déférence parfois, il est aussi un art de vivre ensemble. Il conduit à ne pas nuire à autrui. On sent bien que autour de la question de la laïcité, donc avec cet enjeu autour de la question du respect, on est bien autour d'une question relationnelle. C'est-à-dire que la laïcité ne peut pas se penser autrement que de façon relationnelle. Et dès lors qu'effectivement la laïcité est érigée non plus en principe, donc, et en tout cas l'invitation à la conférence insistait bien sur le fait que la laïcité est un principe républicain, elle n'est pas une valeur. En tout cas, la loi de 1905 ne l'a pas définie comme telle. Lorsqu'on est dans l'idée d'un principe, donc, qui est un principe de justice, donc il va renvoyer au fait de concevoir des dispositions pratiques qui vont être considérées comme justes, à la fois par ceux qui les mettent en œuvre, mais aussi par ceux et celles qui les reçoivent. Donc on va trouver un accord. Or, on est dans un glissement à partir de la loi de 2004, où on parle de laïcité comme étant une valeur, et là on n'est plus dans un principe de justice, mais dès lors qu'on parle de valeur, on est dans le bien ou dans le mal. Donc on change de registre. Et donc on entend bien, c'est-à-dire dire l'égalité, la fraternité, la liberté sont des valeurs, mais dès lors qu'on dit la laïcité en tant que telle devient une valeur, on a un glissement qui s'opère. Et si vous voulez, on a là aujourd'hui une combinaison, une articulation, donc qui est en train de se jouer dans ce contexte autour de la question scolaire, mais qui va impacter, c'est-à-dire que la personne qui dans l'enquête dit chacun a sa conception de la laïcité, oui, sauf qu'aujourd'hui, j'allais dire, l'esprit de la loi de 1905 n'est pas l'esprit de la loi de 2004. C'est-à-dire on a changé de registre. Alors, du coup, ça c'est le travail des politologues, de voir qu'est-ce qui est en train de se jouer. Et si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, une laïcité donc, qui est explicitement identitaire. Jean-Marc Ballois, en introduction, fait référence en fait, à toutes les controverses et polémiques qu'il peut y avoir autour des repas à la cantine. Elles sont présentes aussi dans l'enquête. Pourquoi du poisson tous les vendredis midi à la cantine, pourquoi pas de porc,
etc. Donc en fait, toute une série d'échanges autour de cette question-là. Donc effectivement, on touche à des questions identitaires. Et jusqu'à un paradoxe, c'est-à-dire que ce qu'a réussi la loi de 1905 dans cette conception d'une loi juste et sage, ça a été précisément de marginaliser ceux qui étaient sur des positions extrêmes. Donc ça a marginalisé ceux qui étaient sur une conception explicitement, ouvertement anti-religieuse. Ça a marginalisé au sein de la communauté catholique ceux qui étaient sur des positions intégristes, donc qui ont été marginalisés au sein de leur propre communauté. Et donc finalement, en plaçant le curseur laïque, j'ai envie de dire au bon endroit, en tout cas ça a été l'intelligence politique de ces initiateurs, finalement, on a réussi à imposer ce principe, le principe de la séparation, etc. Or, ce qui se joue dans la période contemporaine, c'est-à-dire qu'en fait, avec ce glissement d'une laïcité interdite, d'une laïcité identitaire, ce qu'on imaginait pas, et que personne, en tout cas pas dans les gens qui se revendiquent de la cause laïque, ne pouvait imaginer à un seul moment, c'est que l'extrême droite en France se réclame désormais de la laïcité. L'extrême droite s'est historiquement toujours battue contre la laïcité, parce que ça ne correspondait pas à ses registres politiques, à ses registres argumentaires. Mais dès lors que là, la laïcité devient un enjeu d'identité, dès lors qu'elle va cibler de façon explicite la religion musulmane, tout à coup, en fait, on va voir apparaître sur l'échiquier politique, et pour avoir écouté, peut-être comme vous, les propos de dimanche soir, au moment, donc, à la suite du vote du premier tour des élections régionales, trois des leaders de l'extrême droite, en fait, ont tous les trois, de façon convergente mais assez différente, tous les trois fait référence à la question de la laïcité. Tous les trois. Et ça, si vous voulez, c'est un glissement que n'ont pas forcément vu venir ceux qui, je pense, avec sincérité, défendaient une conception, qui est une conception laïque de combat, avec une conception, on va dire, universaliste, c'est-à-dire mettant dans leur combat à égalité la religion catholique et toutes les autres religions, et puis une conception qui, effectivement, va instrumentaliser assez fortement la laïcité, faire l'objet de controverses incessantes dans les médias, parce qu'effectivement, dès lors qu'on est dans cette logique d'extension juridique, ça concerne jusqu'à aujourd'hui donc, les établissements scolaires du secondaire, mais l'ambition, effectivement, d'étendre la question à l'université. Or, moi je suis enseignant à l'université depuis de nombreuses années, les faits qui nous amèneraient finalement à élargir le prisme juridique de la laïcité, en fait, sont sans commune mesure avec les problèmes que nous pourrions rencontrer à l'université. Or, on sent bien qu'il y a là une entreprise politique qui n'est pas dans un souci de résoudre des problèmes qui seraient effectivement existants, mais bien de construire le problème laïque, avec des fins qui sont assez troubles. Et je citais tout à l'heure Elisabeth Badinter, donc elle a eu une phrase qu'elle a mis quelques jours à regretter, sauf qu'à l'échelle médiatique, c'est assez difficile de revenir dessus. C'est lorsque, dans les colonnes du Monde des religions en 2010, qui ont été repris ensuite dans les colonnes du Monde, c'est lorsqu'elle dit, interrogée sur la question de la laïcité, aux journalistes, en fait, aujourd'hui, la seule qui défend la laïcité, c'est Marine Le Pen. Et ça, si vous voulez, c'est redoutable, parce que ça signifie que finalement, on peut penser que, dans son esprit, je ne sais pas quel était son état d'esprit à ce moment-là, mais finalement, c'est de dire, elle la défend comme nous. Or, si vous voulez, en fait, on n'est plus on est loin à ce moment-là de l'esprit de la loi de 1905, mais on est dans une conception
qui est une conception néolaïque, qui fait l'objet de discussions innombrables, y compris dans le champ du droit, hein, c'est-à-dire finalement comment cette extension juridique de la laïcité va à l'encontre du principe même de laïcité, etc. Et donc comment en fait on va mordre alternativement sur les enjeux de liberté, les enjeux de fraternité, etc. Et donc on a, si vous voulez, comme cela, une évolution donc jusqu'à la période actuelle, où effectivement, on voit bien le trouble que ça peut générer, alors pas tant chez les parents d'élèves, hein, j'ai envie de dire, autant dans l'enquête, autant c'est très controversé, Jean-Marc Vallot l'a dit, dans les médias, on sent que c'est une question qui amène tout de suite en fait, à la controverse, à la polémique, hein. Moi, j'ai trouvé en tout cas que les paroles, dans leur très 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 grande majorité, étaient des propos justes et sages de personnes qui sont soucieuses, effectivement, que la laïcité soit une chance pour le vivre ensemble. Donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, les citoyens ordinaires que nous sommes sont loin des passions qui animent parfois les personnes qui occupent l'espace médiatique, hein. Et ça, c'est plutôt rassurant. Après, dans l'enquête, qui est assez rapide, qui a été conduite auprès d'une quinzaine de lycéens et de collégiens, en fait, ce qui ressort, en tout cas dans les enquêtes qui ont été conduites, assez souvent, si vous voulez, c'est le fait que ce qu'ils perçoivent de la laïcité, c'est plutôt l'esprit de la loi de 2004 que l'esprit de la loi de 1905. C'est-à-dire que tout ce qui finalement en fait ce principe vertueux, etc., qui effectivement, je crois, a produit beaucoup de choses bénéfiques pour notre société, en fait, ils le perçoivent plutôt en négatif, en disant finalement, la laïcité pour nous, ça passe plutôt par l'interdit, et finalement assez peu par tout ce que ça a pu produire dans l'histoire. Et ça, je pense que c'est, alors, à la fois pour vous qui êtes à la fois enseignants, parents, etc., je pense que c'est un enjeu de taille, un enjeu pédagogique, effectivement, sur finalement comment on peut arriver finalement à retrouver aussi ce sens initial de la laïcité. Et c'est vrai que c'est assez troublant parce que effectivement, le même terme est utilisé tour à tour. Parmi les références, en tout cas moi, sur lesquelles je me suis appuyé, j'ai beaucoup lu un ouvrage qui vient de sortir en 2015, donc, qui a été rédigé par Jean Bobéro, donc, qui a été le fondateur de l'histoire et la sociologie de la laïcité, donc, qui est à l'école pratique des hautes études, et qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Les 7 laïcités. Et le sous-titre, c'est Le modèle français de laïcité n'existe pas. Et en fait, si vous voulez, on voit bien, y compris dans des enjeux pédagogiques, c'est aussi de montrer finalement ces différentes conceptions, ce qu'elles vont aussi produire sur la société. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est assez compliqué de s'accrocher à l'idée finalement que oui, la laïcité, ça ne se discute pas, elle n'a qu'une, et tout le monde est d'accord avec ça, ce qui n'est plus le cas, parce que de fait, que ce soit dans l'espace politique, médiatique, et dans ce que les jeunes peuvent entendre de la laïcité, finalement, on a des conceptions qui circulent, qui sont déjà extrêmement différentes. Et ça, je pense que c'est un enjeu de taille, me semble-t-il, dès lors qu'effectivement, on s'attache en tout cas à ce que la laïcité soit et reste, elle, une chance pour le vivre ensemble. Alors, peut-être que je vais, dans un premier temps, peut-être, parce que l'idée, c'était aussi que vous puissiez, en tout cas, interagir, voilà, que ce ne soit pas un simple monologue. Et après, peut-être, je reviendrai sur les autres questions qui étaient posées. Donc, il y avait notamment la question de l'égalité. Donc, est-ce que l'école garantit l'égalité entre les élèves? Il y a aussi la question de la liberté d'expression, donc qui était une question importante et qui était posée. Et du coup, peut-être, à ce moment-là, dans le cadre de l'échange avec vous, peut-être que je pourrais... pour intervenir. Voilà, donc je m'arrête là dans un premier temps. Merci pour votre attention.